Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Jon Kapaz. Je vous laisse quelques instants pour que votre cerveau et votre subconscient retournent dans le passé auprès de vos lectures et des vidéos que vous avez pu avoir pour vous souvenir qui est Jon Kapaz. Vous avez 5 secondes, 4, 3, 2, 1, vous vous en souvenez? Et peut-être pas. Et peut-être pour certains d'entre vous. C'est celui qui a créé le HMI aux États-Unis, qui est plutôt côte ouest et qui dans les années 70-80, a pas mal révolutionné l'hypnose, en tout cas proposer une perspective différente de ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Chose assez géniale aux États-Unis, Kapaz, c'était pas quelqu'un qui s'y connaissait particulièrement, il a été très self-made man dans l'hypnose, et il a terminé par être reconnu avec un PhD de psycho. On voit quand même la reconnaissance, même universitaire, au travers du travail qu'il a proposé. Il a une approche qui est complètement spécifique dans l'hypnose, et à une période, alors il a écrit ce bouquin là, c'est Hypnotisme, que je vous conseille de lire, vous pouvez le retrouver sur archive.org, et vous pouvez même le retrouver sur PDF Café pour ceux qui sont un peu plus dans cette quête du PDF. Il a pu, à un moment donné, vraiment voir les choses de façon différente que la tendance, on va dire, directe et la tendance indirecte. Je vous ai déjà expliqué qu'un des problèmes qu'on a, si on veut faire un travail thérapeutique en disant, tiens, bah, je fais de l'éricksonien, je fais de l'hellmanien, ou du kainien, ou du balmanien, etc., c'est que les concepts de base, les présupposés, si on reprend un mot très PNL, sont pas les mêmes. Vite fait, hein, subconscient, enfant de 5 ans, inconscient, toute puissance. Rien que ce point de vue-là est compliqué de dire, bon, bah, je vais commencer avec un cheminement direct en me disant, je vais être précis, je vais être hyper clean dans ce que je vais dire, parce que chaque mot va avoir de l'importance et un impact potentiel. Après, on ne sait pas comment notre suggestion arrive. Et d'un autre côté, je vais rester plutôt non spécifique pour ne pas imposer au subconscient, parce que à l'inconscient, pardon, parce que ce dernier, vu qu'il a toutes les ressources et toutes les solutions, j'ai juste à lui ouvrir des portes pour qu'il sélectionne ce qui va être bon pour le patient ou partenaire. Okay. Du coup, ça complexifie notre perception de l'hypnose, même si, et ça c'est un élément qu'on peut garder en tête, je peux me dire, je vais exploiter certains outils du direct et ou de l'indirect dans ma stratégie, mais qui peut être une stratégie de base indirecte ou de base directe. Je reviendrai beaucoup dessus parce que ça c'est vraiment, ça fait partie d'un de mes projets, de vraiment voir comment on peut, dans les outils, les voir sur différentes tendances, et même de façon plus générale, dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on va choisir en fonction de qui on est en tant que praticien et qui on a en tant que partenaire consultant. Et Jon Kapaz, il avait déjà une intuition, même bien plus, hein, parce qu'il a vraiment fait beaucoup de choses, il a vraiment développé un système, qui était déjà de se dire, ok, tous les partenaires consultants qui viennent, ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Et vous le savez très certainement, pour ceux qui écoutent par exemple mes audios, il y en a, ils vont dire, Punk, ce que tu fais, j'aime pas du tout. J'aime pas ton énergie, j'aime pas, c'est trop court, tu vas trop vite, tu parles vite, tu fais des blagues, j'arrive pas à me relaxer, je vois pas l'intérêt parce que mon esprit va dans tous les sens. Et ça se comprend complètement. Comme moi, inversement, tu me fais une séance en indirect, très lente, très douce, ou une séance de sophro, et je pète un câble. Mais il se passe quoi? C'est quoi ce bordel? Va plus vite, j'en ai marre. Et c'est normal. En tout cas, c'est normal si on reprend les logiques de Jon Kapaz. J'appelle John, son petit prénom sympa. Mais il avait cette notion à se dire, tout le monde réagit pas pareil. Et autant il avait une hypnose directe qui était complètement de l'hypnose directive, qu'on pourrait associer un peu au boulot de Gil Boyne, même si ils ont été connectés ensemble. Je sais pas s'ils ont bossé ensemble. Tiens, c'est un truc que j'aimerais bien chercher. Je vais un peu chercher ultérieurement. Mais où c'était énervé. Énervé, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'hypnos
qui bossent encore en mode énervé comme l'étaient ces deux-là. Et d'un autre côté, il avait une façon aussi de bosser, pas du tout énervé, mais vraiment ultra symbolique, indirecte, englobante, apaisante, très très forte. Mais il décidait de sa façon de bosser, et à minima, on va commencer par ça, sur ce concept, la suggestibilité. Alors, pour lui, la suggestibilité, c'est la façon d'apprendre des personnes. Je trouve ça assez amusant comme perception des choses. Ce qui veut dire que quand tu es en transe, qui augmente des potentiels, bah, on est capable de mieux apprendre. C'est pas con comme logique. J'apprends mieux, ou j'apprends une nouvelle chose, qui supplante ce que je pensais déjà connaître. Mon pattern dissonant. Et il a séparé en deux. Alors, vous allez voir, hein, c'est très simple, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui ont déjà entendu cette sémantique. Il parle de suggestibilité physique et de suggestibilité émotionnelle. Il parle même, je crois, de suggestibilité intellectuelle, mais il considérait que c'était genre 5% de la population. En 75, peut-être qu'aujourd'hui, et puis aux États-Unis, côte ouest. Pensez, hein, c'est hyper important dans les typages de personnalité, on fait toujours gaffe, que ce soit les Big Five, que ce soit l'énéagramme, le MBTI, etc. Ça dépend des cultures et autres. Donc chez nous, on est peut-être à un peu plus de 5%. Mais il s'est surtout basé sur les deux premiers. Il part du postulat, c'est très empirique, hein, que la suggestibilité viendrait du rapport à la mère et du rapport ressenti par rapport à la mère dans la sécurisation. Comment elles se sont protégées, sécurisées. Il expliquait que plus la mère était congruente entre ce qui était dit et ce qui était fait, dans le rapport, on pourrait revenir limite sur du Bowlby, hein, sur du rapport à l'attachement, plus l'enfant allait développer un élément ou un autre. En général, il considérait que les personnes qui étaient physiques avaient eu cette assurance avec la mère, et ceux qui vont être émotionnels, dans la suggestibilité, hein, c'est des personnes qui devaient se protéger davantage parce que il y a eu un peu plus de choses incongruentes, on va dire. Et du coup, le fait d'être en indirect et de ne pas prendre les choses d'un coup pour eux, et d'être très dans la protection et très dans même leur modèle d'absorption des choses avant de dire je peux y croire ou je peux l'apprendre ou je peux le confirmer, se faisait d'une façon complètement différente parce que l'histoire les amenait à ce fonctionnement de devoir contourner plein de choses, plein de résistances, si on reprend des termes qu'on connaît. Donc, suggestibilité physique versus suggestibilité émotionnelle. Selon lui, les personnes qui vont être plutôt physiques sont des personnes qui vont être kinesthésiques et visuelles, qui aiment bien le contact physique, et d'ailleurs le contact physique est pour eux quelque chose d'assurance. Ça les réassure, c'est ce qui fait dire tiens je crée du contact. Ce qui va être l'opposé chez les émotionnels, ils voudront assez rarement le toucher. Donc vous imaginez bien que dans une séance d'hypnose, se dire tiens j'ai quelqu'un de physique, c'est des personnes qui veulent des choses claires, qui veulent des choses simples, directes. La façon que vous émettez vos suggestions, qu'elles soient directes, voire directive, c'est nickel, c'est ce qu'ils veulent. Straight to the point. Donc, on va droit au but, on y va, et on s'arrête pas. Et plus il va y avoir justement cette direction proposée, vu qu'il y a de la confiance, et on pourrait parler de transfert à ce moment-là, de se dire, il y a potentiellement l'opérateur et une personne en qui je peux faire confiance, donc je me laisse aller, parce que s'il me dit d'aller là, c'est là qu'il faut aller, parce qu'il est là, il est en contact avec moi, il est OK pour cette dynamique-là. Et s'il y a un problème, il me protège, il me trouvera les suggestions, etc. Et on peut revenir, vous savez que moi je touche quasiment toujours les partenaires sur l'épaule. Jerry Kane le faisait aussi, Gilboyne le fait beaucoup. Lui pareil, il était en contact à ce moment-là avec les personnes à, on va dire, personnalité, suggestibilité physique. D'un autre côté, pour les personnalités qui vont être plutôt émotionnelles, il y a
justement une difficulté avec tout ce qui va être touché. Et ils vont avoir une notion d'apprentissage qui va jouer beaucoup sur les émotions, les sensations et les ressentis intérieurs. On pourrait dire interne-externe, d'accord. Ils vont avoir ce besoin en fait de créer plein de petites résistances et qu'on les contourne pour amener une info pour qu'ils puissent se sentir bien. Plus il y aura de douceur, plus il y aura d'éléments englobants, apaisants, et justement pas d'éléments qui semblent durs, qui semblent directifs, qui semblent imposés, plus les personnes vont s'apaiser et prendre la suggestion facilement et donner des séances de qualité parce que ça va très rapidement toucher les émotions. D'ailleurs, pour lui, il estimait que les personnes émotionnelles, paradoxalement, pouvaient avoir des meilleures thérapies que les personnes physiques, même si dans un premier temps, on pouvait avoir l'impression que les physiques, vu qu'ils prennent très vite toutes les suggestions directes, ont un feedback plus marqué. Et souvent, c'est des gens en mouvement et tout, donc on va voir que c'est assez exaltant pour eux. Et a posteriori, ils vont assez facilement dire « Ouais, c'était bien, je sens que je vais mieux ». Alors que les personnes qu'on va travailler plutôt sur de l'émotionnel, donc on va se dire pour nous l'indirect, vont avoir quelque chose un changement, ou en tout cas une transformation intérieure moins expressive, moins exprimée, mais en même temps, un travail de fond qui va souvent être plus marquant parce que pour lui, et je pense que vous l'avez aussi remarqué, beaucoup d'éléments passent par l'émotionnel pour les transformations, pour en tout cas une restructuration interne et du coup des feedbacks qui sont bien plus marquants. Donc ces deux façons de percevoir vos clients, partenaires, vous permettent de savoir déjà comment vous allez ne serait-ce que faire l'induction. Puis après, faire votre cœur de séance. Est-ce que vous allez être en mode direct ou est-ce que vous allez être beaucoup plus dans une notion englobante, apaisante. Souvent, il va utiliser du symbolique. Pour les personnes qui ont pris mon petit cours d'une heure sur les régressions, Capaz, dans ce cas-là, il le fait beaucoup en symbolique, dans les régressions à cause. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants à savoir, et pour nous, dans notre structure, notamment quand on trouve des partenaires, on se dit ce que je fais là, ça passe pas. Ça passe pas. Mes suggestions, on reprend la notion de Capaz, l'apprentissage, il se fait pas. Bah parce que, comme au bahut, comme les profs qu'on a eu, certains ont pu s'adapter, ont eu la bonne sémantique. Alors, pour les plus PNEistes, on va dire, il y a eu un bon rapport, il y a eu des bons VACOG utilisés. Bah, c'est un peu la même chose. Là, il va y avoir la façon dont on amène la transe, la façon dont la personne se sent dedans, et donc tout le rapport, là, on pourrait revenir dessus, qui s'est créé de confiance, qui va amener à une ouverture ou pas, ou une crispation par rapport à ce qui va être suggéré à ce moment-là. Un élément vraiment que je trouve intéressant, je vous parlerai, je pense aussi, de sa façon de voir la sexualité, qui n'est pas simplement l'acte sexuel pour Capaz, mais un peu le rapport qu'on a au monde. Ça ressemble un petit peu à certains éléments qu'on peut retrouver aux énéagrammes d'ailleurs, qui est aussi intéressant, et ça fait partie de ces typages. Et du coup, il ne travaille pas forcément de la même manière avec quelqu'un qui va avoir une sexualité physique ou une sexualité émotionnelle. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Donc, vraiment, gardez en tête qu'il y a eu plein d'hypnos différents. Moi, je me suis surtout basé sur les hypnos américains. Je trouve que c'est eux qui ont le plus bossé à une période où nous, en France, on était encore en guerre en psychanalyse versus l'hypnose. Et c'est des psychanalystes qui ont dû faire revenir l'hypnose. Là-bas, ils étaient, depuis 30-40 ans, vraiment reconnus. Ils se battaient beaucoup pour ça et ils s'étaient structurés de façon intéressante. Et on a eu des vraies tendances, mais très différentes. Et c'est ce que j'ai envie de vous apporter un petit peu, de voir comment techniquement, comment stratégiquement, comment même dans la perception de l'hypnose, c'était pas les mêmes façons d'amener les choses, mais même je pense que c'est pas le même vécu du coup du client partenaire qui vient, parce que ça sera vraiment un panel, un cristal avec plein de facettes où du coup la transe, elle va être vécue d'une certaine manière, mais orientée d'une manière tellement spécifique qu'on pourrait avoir des sensations et des feedbacks qui sont différents. D'où l'intérêt, pour moi, de
vous partagez un maximum sur les connaissances de ces grands, pour moi encore, hein, de l'hypnose, qui ont travaillé pendant des années sur des méthodes et des façons de percevoir des techniques, des méthodes et même des structures thérapeutiques. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Et puis, one, ciao.